TV19, 100% Corrèze sur tv19.fr. TV19. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes dans le train du livre qui descend sur Brive donc, pour la 27e fois du livre de Brive. Et vous êtes à Brive pour présenter un livre. Vous pouvez nous en parler s'il vous plaît? Oui, je suis d'abord venu à Brive pour être avec le docteur Charlier qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Les monstres humains dans l'Antiquité. Le docteur Charlier est un médecin légiste et qui fait de très belles choses et de très beaux livres. Alors, je suis venu à Brive, d'abord pour vous rencontrer. Merci. Et puis je suis venu à Brive pour présenter deux livres. Un roman policier qui s'appelle Quand les brochets font courir les carpes. Et puis un livre d'histoire que j'aime beaucoup, que j'avais envie d'écrire depuis longtemps, qui s'appelle Les oubliés de la République. Ouais, quand vous regardez l'histoire de France, eh bien, on parle de De Gaulle, on parle de Jaurès, on parle de Clémenceau, on parle de Poincaré, et c'est normal. Mais il y a une multitude de femmes et d'hommes qui, toute leur vie, ont travaillé pour faire progresser une idée généralement sur l'égalité, sur la liberté, sur la fraternité. Et on les a oubliés parce que cette idée, souvent, elle a été reprise par d'autres. Et puis il y a des femmes et des hommes qui ont eu des parcours exceptionnels. Quand vous prenez, je suis sûr que vous ne la connaissez pas, Julie Victoire d'Aubier, une femme de Saint-Dié. Cette jeune femme, milieu très modeste, elle veut passer le bac. On lui refuse. On n'en veut pas et elle se bat. Madeleine Bresse, de la région de Lyon, jeune femme très modeste, le père est menuisier, il travaille chez les sœurs et au contact des sœurs, cette petite fille veut devenir médecin. Personne ne veut de femme médecin. Elle se bat, elle va d'université en université pour avoir le droit de devenir médecin et finalement on lui dit mais vous aurez le droit de suivre les études mais pas de passer des examens parce que c'est trop dangereux, c'est un métier d'homme. Elle se bat, elle suit les études et heureusement ou malheureusement il y a la guerre de 14, tous les hommes partent au front et elle va dans le service du professeur Monod à la Pitié, à l'hôpital de la Pitié et elle fait merveille et après elle, toutes les femmes rentreront et deviendront médecins si elles le souhaitent et si elles en ont les capacités comme tous les hommes. Et puis cette autre femme, Jeanne Chauvin, qui est une femme exceptionnelle, de qualité, de compétence, et dont la vocation est de devenir avocat. Mais on n'en veut pas. Et elle se bat et elle arrive à devenir avocat. Voilà des hommes et des femmes, des hommes comme l'abbé Lemire qui s'est présenté contre la hiérarchie catholique, qui est excommunié et qui est à l'origine des jardins ouvriers, du ministère du Travail, de la limitation de la durée du travail, comme Charles Bocquier, qui est le premier écolo. Aujourd'hui on parle toujours d'écologie, mais lui il s'est battu tout seul pour faire respecter les sources naturelles, les paysages naturels. Il voulait que chaque maire construise des espaces verts. Il avait même proposé qu'on entoure Paris d'une ceinture verte pour que les Français respirent de l'air pur. Alors naturellement tout le monde s'est à rigoler, mais on a oublié ces hommes et ces femmes et pourtant ils ont contribué à être ce que nous sommes. Entre la présidence du Conseil constitutionnel, votre vie privée, comment trouvez-vous le temps d'écrire? Vous regardez la télévision? Ben pas moi. Et donc j'ai calculé que nos concitoyens passaient plusieurs heures par jour devant la télévision, à subir des images,
à ne prendre aucun plaisir. Ils sont là parce qu'il faut passer 2 heures dans la télévision le soir. Eh bien moi, le soir, j'écris ou je lis. Et quand chaque jour, 2 heures ou 3 heures, vous écrivez, vous arrivez à publier des livres. Charles Debré, merci et bon séjour au Brive. N'oubliez pas le livre du docteur Philippe Charlier, Les monstres humains d'Antiquité, qui est un très bon livre. D'ailleurs, nous allons aller le voir tout de suite, le docteur Charlier, pour qu'il nous parle un petit peu de son livre. Docteur Charlier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un médecin légiste, vous descendez sur la foire du livre pour présenter une de vos œuvres. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, je viens pour présenter Les monstres humains dans l'Antiquité gréco-romaine. C'est un livre en fait qui traite des malformations. Je suis médecin légiste et archéologue et j'ai eu envie d'examiner les squelettes de l'Antiquité pour savoir si les individus qui ne sont pas comme vous et moi étaient éliminés, s'ils étaient tout simplement passés à tabac ou s'ils subissaient un sort un petit peu différent. Donc moi je m'intéresse à l'autre. C'est quelque chose d'extrêmement moderne que de savoir maintenant toutes les malformations, elles sont prises en charge, elles sont corrigées. Avant dans l'Antiquité, eh bien ces gens-là, ils étaient tout simplement mis à mort, leurs mères, leurs parents également. Et puis d'un autre côté, c'était aussi un ferment littéraire. Tous les monstres de la mythologie gréco-romaine, les cyclopes, les sirènes, les centaures, tous ces individus qui vous paraissent totalement fabuleux ont en fait un substrat réel. Ils sont directement inspirés d'individus mal formés qui ont existé, qui ont vécu, qui soit sont morts directement, soit ont été tués parce qu'ils représentaient le mauvais œil. Malgré tout, ils ont survécu sous la forme des mythes de la mythologie gréco-romaine. Et vous allez chercher vos informations sur quel support? Je vais chercher mes informations directement sur les squelettes. Comme il y a quelques années, quand j'ai dirigé l'étude des restes d'Agnès Sorel, où on a pu montrer qu'elle était morte empoisonnée, la favorite royale de Charles VII. Même chose il y a quelques mois, quand j'ai dirigé l'étude des reliques présumées de Jeanne d'Arc, où j'ai pu montrer que ce n'étaient pas les restes de Jeanne d'Arc, mais les restes d'une momie égyptienne qui avait été réutilisée au XIXe siècle pour faire de fausses reliques. Donc en fait, c'est un mélange d'archéologie et de médecine légale. On utilise l'un et l'autre pour faire parler les morts. Le but principal de ma spécialité, c'est faire parler les morts, même les morts anciens. C'est pas trop dur, non, de faire parler les morts? Absolument pas, au contraire, vous voyez, vous profitez de la vie. À force de voir des morts tous les matins, et tous les matins c'est vrai, j'ai eu une autopsie sur ma paillasse, à force de voir des morts tous les jours, ça vous donne une seule envie, c'est de profiter de la vie, profiter de votre épouse, de vos enfants, profiter de, parler à des gens de Télé 19, etc. Voilà. Je comprends, oui. Je crois que ça ouvre l'esprit, vraiment ça ouvre l'esprit. On fait des rencontres fabuleuses, et puis tous ces morts qui sont morts sans rien pouvoir dire, sans pouvoir dire qui est leur meurtrier, quelle est la cause de leur décès, eh bien on est un petit peu utile pour aider la famille aussi à faire le deuil. Alors la famille pour l'archéologie non, mais pour les morts récents, oui évidemment. Dans ce train, vous avez trouvé un attaché de presse de qualité. Oui, je remercie beaucoup Monsieur Debré de servir d'attaché de presse. C'est une connivence bien nécessaire. À un moment souvent où on est un peu là d'interroger l'avenir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Le travail du docteur était extraordinaire parce que en partant de petits ossements, de poudre, de restes humains, il arrive à reconstituer une histoire. Or, ce qui est le plus fascinant, c'est que souvent, cette histoire, elle n'est pas conforme à l'histoire qu'on l'enseigne. Parce que ce qu'il découvre n'est pas ce qui était la vérité officielle depuis des années et des années. Et donc, c'est ce travail, moi qui ai longtemps été magistrat et juge d'instruction, c'est cette enquête au plus profond de notre Antiquité pour pouvoir informer aujourd'hui les hommes et les femmes de ce que l'on leur a dit pendant des années et des années, c'est complètement faux. Oui, c'est vraiment un moyen de savoir si l'histoire dit vrai. Notre spécialité, en faisant de l'archéologie et de la médecine légale, en allant chercher sur un corps particulier qui est la dépouille d'un roi de France, par exemple. Il y a les cœurs embaumés de Louis XIII et Louis XIV qui sont conservés dans la basilique royale Saint-Denis. On peut enfin, en les étudiant, savoir quelle est la véritable cause de décès de Louis XIII ou de Louis XIV. Donc ça nous influe, ça nous donne des renseignements à la fois sur la cause de décès d'un individu et en plus, quand il s'agit d'une personnalité d'État, savoir si ces maladies ont pu influer sur ses prises de décision. Et là on revient directement à la fois sur les oubliés de la République et aussi sur les malades de la République. C'est intéressant de savoir si la maladie de quelqu'un influe sur ses prises de pouvoir, ses prises de décision. Il y a quelque chose aussi très intéressant, c'est de savoir pourquoi on a ainsi travesti l'histoire.
Parce que il y a une histoire officielle qu'on apprend à l'école sur les rois de France, sur la fin des rois de France, sur ce qui se passait à la cour. Et ces études sur les restes humains vont infirmer ou confirmer. Mais quand cette infirme histoire officielle, il va falloir se demander pourquoi ainsi on a changé l'histoire. Les nouvelles méthodes comme le rayon X, le laser doivent beaucoup vous aider pour les recherches sur les momies par exemple. Et la génétique, oui, à la fois la radiographie, on fait des IRM maintenant sur les momies égyptiennes, on fait de la génétique, on va directement chercher les agents infectieux, le virus, la bactérie qui a causé le décès, et surtout ça nous permet de vérifier qu'une personne est bien le fils des parents qu'on croit. Donc on a maintenant des arbres généalogiques réels. Je vous remercie messieurs, merci bonne foire du livre. Merci monsieur Debreuf. TV19, 100% Corrèze sur tv19.fr. TV19.